merci pour l'invitation du Prat et merci aux financeurs, bien sûr, pour permettre le déroulé de ces webinaires. Donc, le sujet du jour concerne les tourbières alcalines et le changement climatique, alors dans une perspective de restauration. Donc, pour me présenter en premier, donc moi je suis Adrien Berquet, je suis chargé d'études scientifiques au Conservatoire d'espaces naturels des Hauts-de-France et je travaille sur un projet de restauration de tourbières alcalines qui s'appelle le Life Anthropofence et qui porte sur les Hauts-de-France et la Wallonie. Voilà, donc il y a les différents partenaires et financeurs qui sont bien sûr sur la diapo. Voilà, donc ma présentation va porter particulièrement sur les tourbières de l'Othier du littoral du Pas-de-Calais, dont je vais commencer par présenter. Alors, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu des événements qui sont passés dans certaines régions, enfin, dans certaines vallées tourbeuses des Hauts-de-France. Et une petite recherche Google Actualité, hein, du coup, inondation Pas-de-Calais 2023 a montré, en fait, le traumatisme qui est encore vécu par les habitants et par les responsables politiques aussi dans ces conditions. Alors, en fait, il s'est passé un épisode d'inondation dans le Pas-de-Calais, hein, dans les vallées de la Canche, de la de l'Authie aussi. Et en fait, il y a des mots assez forts, hein, qu'on peut retrouver dans les titres des articles, hein. On n'est pas prêt, il y a des travaux, le climat ne fait plus de cadeaux, la psychose, le calvaire. Voilà, c'est des mots quand même très très forts, donc qui ont marqué les esprits. Et puis, donc on peut se demander qu'est-ce qui s'est passé dans ces cas-là. Donc, ces, ces inondations, elles ont été particulièrement importantes dans les trois fleuves représentés à droite, hein, la Canche et l'Authie. Donc pour se représenter, on est dans le Pas-de-Calais, hein, dans le nord de la France, avec des vallées qui traversent un plateau agricole crayeux, ça entaille le plateau calcaire. Et puis elles sont plus ou moins parallèles. Alors la Canche, l'Authie et la Somme se jettent dans la Manche orientale, alors que là, part vers le nord, vers Dunkerque. Voilà, donc qu'est-ce qui s'est passé dans ces épisodes d'inondation? En fait, ce qu'on peut voir et dans certaines localités, qui ont été inondées, c'est un peu ce que je représente là sur l'image satellite à gauche. On voit qu'il y a, des maisons dans le lit majeur, de la Canche et c'est une des zones qui a été inondée. Alors si on zoome un petit peu sur le rond-point là qui est au milieu, on voit qu'il y a eu, plusieurs aménagements qui ont été pratiqués au fil du temps avec, la grande route, hein, c'est la route, l'ancienne nationale 1 qui passe ici. Et puis on voit qu'il y a eu, des travaux, d'aménagement, alors, une piste cyclable, et puis on voit aussi, des fossés, on voit aussi des digues. Alors en 2008, les digues là elles sont toutes petites, hein, elles sont vertes, elles sont colonisées par la végétation. On voit des peupliers qui sont derrière. Et puis en 2010, on voit apparaître, une petite digue, au fond. Et puis en 2011, donc c'est toujours sur les images Street View en fait, hein, on voit que cette digue grandit un petit peu. Et voilà la situation en 2024. Donc en 2024, là on est juste après les inondations, hein. Et puis c'est l'état, dans lequel que la digue a subi, lors des inondations. Fin 2024, je suis repassé, sur ce tronçon et en fait, cette digue, elle a grandi. Elle a été complètement rehaussée avec de la grave calcaire et puis c'est pas fini en fait, puisque toute la route, de part et d'autre, est encaissée dans ces digues qui ont été rehaussées. Voilà, donc on peut se dire: «OK, c'est une zone urbanisée, tout ça», mais en fait, il y a aussi des espaces naturels dans ces vallées et notamment, des espaces naturels, des tourbières, qui sont, gérés par le conservatoire et qui sont aussi, restaurés dans le cadre du Life Anthropofence. Alors une tourbière, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement, un écosystème dans lequel il y a de la tourbe, hein. On peut voir que sur un prélèvement, ce qu'on appelle une carotte de tourbe, on voit des végétaux, hein, qui sont morts et qui sont accumulés. En fait, c'est,
Une tourbière, c'est l'accumulation de végétaux au fond d'une pièce d'eau, alors qui ne se dégrade pas. Pourquoi elle ne se dégrade pas? Parce qu'elle est constamment engorgée en eau et ça ralentit les processus de dégradation. Donc on a des épaisseurs de parfois de plusieurs mètres de tourbe, hein, c'est les végétaux qui s'accumulent dans le fond de la vallée. Alors, dans cette présentation, je vais particulièrement parler de tourbière la tourbière de Villiers, hein, qui est, située, en aval de la Canche. Donc c'est dans une partie qu'on appelle les marais arrière littoraux et puis, je vais parler aussi de sites d'Ourier et Roussan qui se trouvent dans la vallée de l'Authie. Donc les sites sont gérés par le Conservatoire d'espaces naturels, des Hauts-de-France et du coup, qu'est-ce qu'on y fait, hein, dans une perspective, de compréhension du site, de restauration? Et ben, on peut analyser, différents paramètres, hein, qui ont lieu sur les tourbières, dans un but de savoir comment elles fonctionnent et si elles servent, à tamponner les inondations, s'il y a des paramètres sur lesquels on peut travailler pour restaurer et cetera. Donc le premier équipement, hein, qu'on souhaite installer sur les tourbières, c'est des piézomètres. En fait, ces piézomètres permettent de visualiser, d'enregistrer, les niveaux d'eau qui, se trouvent sur les tourbières. Donc en fait, sur, chacune de ces tourbières, c'est des couples de piézomètres qui sont, installés. Alors un qui mesure la pression de l'eau, en dessous de la tourbe, ça c'est-à-dire l'eau qui arrive, d'une nappe sous-jacente et un qui va mesurer, tout simplement le niveau d'eau qui est visible ou pas s'il est, sous le sol, qui lui, montre la fluctuation, d'eau dans la tourbière. Donc voilà, c'est ce que donc le profond, c'est le deep, hein, c'est en bleu et le shallow, c'est en rose. Shallow pour surface. Donc ce qu'on peut voir là sur les 3 sites, dont je parle, c'est que, on on a 3 profils différents. Alors en haut à gauche, hein, on a Roussan, qui est dans la vallée de l'Authie et en fait, on voit que ces 2 courbes sont, complètement, parallèles, hein. Elles oscillent entre elles, c'est-à-dire qu'on a la même pression dans les 2 piézomètres. Si on a la même pression dans les 2 piézomètres, ça veut dire qu'il n'y a pas une pression, plus importante que l'autre, donc pas de mouvement d'eau, entre la base des tourbes et le haut des tourbes, donc la surface, de la tourbière. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mouvement vertical d'eau, entre la base et la surface. À Dorier, ce qu'on peut voir, en haut à droite, c'est que le piézomètre rose, hein, donc de surface, est plus haut que, le piézomètre profond. Alors ça signifie que la pression est plus forte en haut qu'en bas, ce qui, montre un effet d'infiltration en fait, vers les profondeurs de la tourbière. Et enfin à Villiers, en bas, on a l'inverse avec, le piézomètre profond qui est plus haut que le piézomètre de surface, ce qui montre en fait que là, à l'inverse, on a une remontée des eaux, souterraines vers la surface. Donc voilà, on peut déjà voir, différents mouvements d'eau, hein, dans cette surface de tourbe, hein, dans cette masse de tourbe. Et en fait, ce qu'on peut voir aussi, c'est la fluctuation qu'il y a, dans sur la tourbière, hein, donc ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il y a des épisodes de sécheresse, hein, où le niveau d'eau passe, sous le sol. Le sol est représenté en pointillé et ces niveaux d'eau sont assez différents. Alors, sur Roussan, ça a l'air, assez stable, hein, sur Villiers encore plus et sur Dourier, en fait, on voit que c'est assez stable, parce qu'en fait, il y a quand même peu de différence là quand on regarde, l'axe des ordonnées. Par contre, on voit que le niveau, il est quand même constamment, sous le niveau du sol. Ce qu'on peut voir aussi sur ces tourbières, c'est l'effet, des inondations qui sont passées en 2023 avec, des pics, qui sont visibles sur ces chroniques, hein, ce qui signifie que le niveau d'eau était, largement supérieur à celui du sol et ils sont beaucoup plus marqués, sur Roussan, hein. Sur Dourier, c'est également visible, mais on voit que sur Villiers, c'est des pics et pour finir, ça revient au niveau du sol assez rapidement. Voilà, donc on a quand même des dynamiques différentes, hein, sur les sites et c'est tout l'objet,
de cette compréhension, essayer de comprendre le fonctionnement des sites. Voilà, donc pour représenter un peu mieux, ce qui peut se passer et pour, faire des stats pour pouvoir comparer, les différentes dynamiques hydrologiques des sites, je vais travailler en niveau d'eau cumulé. En fait, ça permet de voir, quand quand on a en fait, on va regarder sur chaque, chronique piézométrique les pentes et donc quand la pente va être, descendante, décroissante, ça veut dire qu'on a des niveaux d'eau qui vont être inférieurs à la moyenne de la chronique totale et à l'inverse, quand on a, des pentes qui sont croissantes, qui augmentent, ça veut dire qu'on a, des niveaux d'eau supérieurs à la moyenne. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est qu'en fait, il y a vraiment 2 parties, hein, sur les chroniques et notamment, à Roussan, on voit que ça fait un V avec, un épisode, vraiment, très décroissant, hein. Même sur l'hiver 2023, en fait, on voit qu'il y a pas de niveau d'eau qui sont supérieurs à la moyenne de la chronique. Ce qui montre qu'il y a eu, globalement une période assez sèche, hein, jusque novembre et après, on voit que ça s'inverse complètement pour avoir des niveaux d'eau qui sont très supérieurs à la moyenne dès novembre 2023. C'est visible sur, Dourié également, hein, ce type, de chronique, hein, ça a l'air, assez similaire. Par contre à Villiers, hein, ce qu'on voit, c'est que, on a, 2 dynamiques, différentes en fonction de où on mesure la pression de l'eau. Mais on voit quand même, l'effet, ben, l'effet des sécheresses, lorsque les pentes sont décroissantes et puis, l'effet de la remontée des eaux, qui est un peu plus fluctuante, à Villiers. Voilà, donc ça, c'est le 1er paramètre qu'on peut mesurer, hein, c'est surtout celui, sur lequel on travaille, en tant que gestionnaire et par contre, on peut se demander aussi, est-ce qu'il n'y a pas d'autres facteurs qui vont intervenir dans ces niveaux d'eau et pour essayer de comprendre l'écosystème, comment l'écosystème va se comporter face à ces inondations? Est-ce que la tourbière, peut avoir une capacité à tamponner les inondations du fleuve ou au contraire, est-ce que le fleuve va pouvoir se déverser dans les tourbières? Est-ce qu'on a, d'autres, les quels effets des précipitations et des températures il peut y avoir sur les niveaux d'eau, des fleuves et des tourbières, mais aussi sur la nappe de la craie? Donc, oui, sur le fonctionnement justement des tourbières, hein, j'en ai pas parlé, mais globalement, c'est des tourbières qui sont alimentées par, la nappe de la craie, par des résurgences, de nappes qui sont situées sous les tourbières et c'est pour ça qu'on mesure le niveau d'eau et celui de la nappe de la craie. Donc voilà, en fait, dans les données disponibles, hein, on a aussi les précipitations et les températures. Alors, c'est des données Météo France qui sont disponibles depuis 2024 et il faut essayer d'en profiter, hein. C'est depuis, elles sont disponibles gratuitement, depuis peu. Donc moi, j'ai choisi d'utiliser des données de climatologie, donc les précipitations et les températures, donc prises, sur les 2 sites, hein, un, sur la Canche et un sur l'Authie. Voilà, donc pareil, hein, je fais, la transformation en faisant en utilisant des données centrées réduites, hein, sur 0, ce qui permet de les comparer et aussi, de faire, des cumuls pour essayer de discerner, les pentes, hein, toujours croissantes, décroissantes, en fonction de si la variable, hein, soit les précipitations de la température est au-dessus ou en dessous de la moyenne. Ce que j'utilise aussi, c'est le niveau d'eau des fleuves. Alors j'ai choisi les 2 fleuves Authie et Canche, pour étudier, cette dynamique, hydrologique et voir si, il y a des corrélations avec les niveaux d'eau, des tourbières. Donc ce qu'on peut voir, sur la chronique, brute, hein, c'est celle qui est, en dessous. C'est que, on a des fluctuations, qui sont importantes avec, notamment cet épisode d'inondation qui arrive, fin 2023 avec 3 pics successifs, d'inondations, qui sont d'ailleurs beaucoup plus marqués dans la Canche. Dans la Canche, on voit que, les niveaux d'eau, surtout sur la variable que je vais utiliser, hein, les données sans très réduites cumulées, on a, une très forte augmentation, hein, dès novembre 2023, ça veut dire
des niveaux, des fleuves qui sont très supérieurs à la moyenne de la chronique, calculée entre 2021 et 2024. Voilà, donc des données, des fleuves qui sont disponibles, sur Eau-France. Et enfin, le compartiment de la nappe de la craie qui est également, très intéressant puisque c'est celui qui est susceptible d'alimenter les tourbières par en dessous, hein, par les résurgences, mais aussi, qui peut, donner des sources dans les fleuves. Donc c'est un paramètre, très intéressant à regarder aussi parce que c'est celui qui est susceptible de conditionner, ces 2 compartiments hydrologiques-là et en même temps, la nappe de la craie, elle peut se remplir avec les infiltrations issues des précipitations. Donc ce qu'on peut voir, hein, sur cette dynamique, de l'aquifère de la craie, hein, c'est qu'il fluctue forcément. Donc là, j'ai pris, 2 piézomètres, hein, celui qui alimente, la tourbière de Villiers et ceux qui alimentent, les sites de Lotty. Donc on voit que les oscillations, elles, sont un peu différentes, hein, de celles vues dans les fleuves ou dans les zones humides, hein. En fait, on a des pics qui sont pas forcément, aux périodes de sécheresse, systématique, on voit que c'est un petit peu décalé par rapport, aux chroniques précédentes. Et en fait, on voit aussi que, en novembre 2023, on a une forte augmentation, due après les phénomènes, de précipitation. Donc j pour chaque site, pour chaque tourbière, en fait, pour, essayer d'identifier, comment ça se comporte, comment tous ces compartiments hydrologiques vont se comporter les uns par rapport aux autres, je vais tout mettre dans un modèle. Le but, ce sera d'expliquer dans un premier temps, le niveau d'eau de la zone humide et dans un 2e temps, le niveau d'eau du fleuve. Donc en essayant de l'expliquer par ces différentes masses d'eau, qui peut y avoir dans un écosystème. Donc si je mets tout ensemble, bien sûr, ça fait un gros pâté là. C'est la figure qu'on voit à gauche. On voit pas grand chose, mais après on peut quand même deviner des tendances, hein, en fait. Mais c'est pour ça que je vais travailler en cumulé, hein, c'est ce qu'on voit sur la droite. Donc on peut voir, là, c'est un peu, je mets tout ensemble, mais c'est un peu ce qu'on vient de voir, hein, les variables en cumulé, mais sur le site de Dourier. Donc ce qu'on peut voir, c'est qu'on a, une nappe de la craie, hein, qui est en noir, qui semble réagir, aux précipitations avec un petit peu de retard, alors que, l'OTI ou les niveaux d'eau dans les tourbières, semblent réagir, beaucoup plus vite. On a, oui, bah, globalement, c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on va essayer de montrer, dans un modèle du coup et du coup, il semble que la zone humide le niveau de la zone humide se comporte différemment, en fonction de la de de la recharge de la nappe de la craie, en fait. Vu qu'on a une réaction précipitation, les précipitations qui sont en blanc, on a une réaction qui est différente quand, par exemple, en novembre 2022 par rapport à novembre 2023, on a, des précipitations qui peuvent être importantes, mais pour finir, on n'a pas la même réaction, dans les niveaux, de surface des tourbières. Donc c'est ce que je vais essayer de montrer dans un modèle, donc dans 2 modèles, que j'ai présentés. Donc le premier qui va essayer d'expliquer les niveaux d'eau de surface et le deuxième qui va expliquer les niveaux d'eau du fleuve. Donc ce que j'utilise, c'est des modèles d'équations structurelles. Alors pourquoi j'utilise, ce type de modèle? C'est, pour voir, s'il existe un effet de la température et des précipitations sur la nappe de surface de la zone humide, donc le niveau d'eau de la tourbière. Donc soit un effet direct, soit, des effets qui peuvent passer par des compartiments hydrologiques intermédiaires tels que, la nappe de la craie, la nappe, profonde de la zone humide, hein, c'est mesuré, par le piézomètre profond et le niveau du fleuve. Donc ce qu'on peut voir ici, c'est que, notre variable d'intérêt, hein, qui sont les précipitations, on voit que, il n'y a pas d'effet significatif des précipitations pour alimenter la nappe de surface à Dourier. À l'inverse, on voit que,
Les flèches là en verte, c'est des coefficients positifs et quand c'est pas pointillé, ça veut dire que c'est des effets significatifs. On voit que l'effet est significativement, positif, entre les précipitations et la nappe de la craie, la nappe profonde et le niveau d'eau de l'outil. Ce qu'on peut voir aussi, c'est, sur la suite du modèle, entre les différents compartiments hydrologiques et la nappe de surface, c'est qu'on a, des variables qui sont pas forcément, toutes qui ne vont pas forcément toutes dans le même sens, hein. On a un effet négatif de la nappe de la craie, sur la nappe de surface. Ça veut dire que c'est, anticorrélé, donc ça montre probablement, un effet tampon de cette nappe de la craie. À l'inverse, la nappe profonde et le niveau de l'outil, eh ben, sont corrélés, positivement avec la nappe de surface. Donc si on regarde le modèle fleuve, ben, c'est un peu la même chose. Alors il y a quand même quelque chose, qui change, c'est que, alors si les précipitations, pour alimenter l'outil, elles ne sont pas, directes, on a plus de mal à voir l'effet indirect de la nappe de surface, tout simplement parce que les précipitations ne semblent pas, corrélées à la nappe, de surface. Voilà, pour les 2 autres compartiments, c'est les mêmes variables et c'est pour ça, qu'on retrouve, les mêmes coefficients, ici 0,52, 0,15. Donc en fait, cet effet de tampon, il est beaucoup plus valable pour le niveau d'eau du fleuve, à tamponner, la surface que, à tampon que la zone humide à tamponner le niveau de l'outil. Donc si je focalise sur, l'épisode, d'inondation, qui s'est passé à Dourié. On peut identifier, 3 périodes de crue. Alors avant début novembre, hein, on a c'est ce qu'on voit sur la gauche là au niveau de la flèche, c'est qu'on a une capacité tampon, de la zone humide, hein. On voit que, avec l'épisode de précipitation, on a une augmentation, de du piézomètre de surface, du piézomètre de surface, alors que, la craie, le fleuve et la nappe profonde, ben, continuent à baisser, pendant un petit temps. Ensuite, bah, entre le 7 novembre et le 1er janvier, hein, c'est là où on a les précipitations, qui deviennent très intenses. Il semble y avoir une réaction immédiate de l'OTI et des zones humides. À l'inverse, ce qu'on peut montrer, c'est que la nappe de la craie met un petit peu plus de temps à réagir, hein, ce qui montre que, c'est un effet, des infiltrations à recharger, cette nappe de la craie qui est, légèrement retardée. Enfin, à partir, de novembre, ouais, la nappe de la craie, semble soutenir les niveaux d'eau, zone humide et outils. Et enfin, à partir du 3 janvier, on a une absence de précipitation, hein, ce qui fait que, ici, ça décroît. Mais on a, des cumuls qui continuent, à augmenter, des niveaux d'eau qui sont toujours supérieurs à la moyenne, hein, à la fois dans les piézomètres et dans la nappe de la craie et dans le fleuve. Voilà, donc on peut dire que malgré les précipitations, il y a quand même un soutien des niveaux d'eau à ces différents compartiments hydrologiques. Et enfin, après mars, il y a un retour de précipitations en fait et ce qu'on voit, c'est qu'ici, on a plus d'effets, sur les zones humides et en fait, on a très peu l'augmentation semble toujours stable là pour le fleuve et pour la craie. Ce qui fait que ça semble que, les zones humides, elles ont une réaction certes diffuse, mais c'est elles qui semblent, se avoir une dynamique, changeante avec ces précipitations. Donc sur Roussan, si on fait pareil, ça ressemble plutôt à Dourier, hein. Il y a pas tant de différence que ça. On voit toujours ce phénomène en V, hem, des niveaux d'eau, moyens dans les tourbières. Donc ce qu'on peut dire, c'est un peu la même chose, hein. Ce qu'on peut penser avec cette première visualisation de tout ce qui se passe sur Roussan. Donc avec une craie qui réagit aux précipitations avec retard, hein, c'est comme ce qu'on voyait avec, Dourier. En effet, c'est les mêmes données, hein, c'est le même piézomètre de la nappe de la craie qu'on a utilisé.
et les mêmes précipitations. Et dans la variable qui change, ça va être celle de la zone humide, hein, qui réagit aux précipitations, ça semble réagir aux précipitations quand la craie est inférieure à la moyenne, c'est-à-dire ici. Mais par contre, quand la craie, devient supérieure à la moyenne, on a l'impression que, qu'il y a moins de réaction de la zone humide. Donc je vais utiliser les mêmes modèles que j'ai utilisés à Roussan, avec le modèle zone humide et le modèle fleuve. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un effet direct des précipitations, sur la nappe de surface de la zone humide. Donc malgré que cet effet soit positif, même s'il est faible, on a quand même un rôle tampon, hein, des effets indirects, hein, qui passent par les différents, compartiments hydrologiques intermédiaires, donc la nappe de la craie, la nappe profonde et le niveau de l'OTI. Ici aussi, on a un niveau de l'OTI qui est, négativement corrélé avec la nappe de surface, hein, qui est, assez intéressant parce que c'est quand même, peu intuitif, de voir que ces 2 compartiments, réagissent assez différemment. Et enfin sur le niveau de l'OTI, bah, on voit aussi qu'il y a, alors on voit là qu'il n'y a pas de rôle direct des précipitations à augmenter le niveau de l'OTI. Par contre, on voit bien qu'il y a, un effet, significatif sur les compartiments hydrologiques intermédiaires, donc la nappe de la craie, la nappe profonde et la nappe de surface. Et ici, on voit que, le rôle tampon est clairement identifié, hein, puisque, les précipitations augmentent la nappe de surface alors qu'elle met un peu plus de temps à augmenter, les niveaux de l'OTI. Et en fait, cette, corrélation négative ici entre la nappe de surface et le niveau de l'OTI montre que, cette alimentation de l'OTI par les précipitations se fait probablement, par l'intermédiaire de ces nappes de surface. Ou peut-être que l'eau, est stockée et arrive dans l'OTI de façon un peu plus diffuse. Voilà, donc pareil, si je reviens sur, les épisodes, de novembre 2023, dans l'OTI, on a, les phénomènes de crue, hein, qui commencent, toujours en novembre. Donc ici, on voit, aussi une capacité tampon de la zone humide, hein, avec, au début des précipitations, qui commencent à passer, fortement au-dessus de la moyenne. Alors que, les zones humides, le limimètre, du fleuve, reste globalement assez plat. Au contraire, la craie, on voit qu'elle réagit pas du tout, puisqu'elle continue à baisser en fait, c'est toujours des niveaux, inférieurs à la moyenne et on voit que l'effet des précipitations se fait, toujours, un peu plus tard. Donc si on regarde, en novembre là avec, les précipitations qui sont supérieures à la moyenne pendant un certain temps là, pendant les 2 mois, heu, on on a, donc une nappe de la craie qui commence à passer, dans un régime, chargé et c'est à ce moment-là qu'on voit que le limimètre, du fleuve augmente lui aussi. Par contre, ici, contrairement à Dourier, on n'a pas des petites oscillations, mais il semble y avoir une réaction beaucoup plus diffuse, mais beaucoup plus importante des deux piézomètres, sur le site de Roussan. Donc la nappe de surface et la nappe profonde, on avait vu qu'il y a pas de mouvement à l'intérieur de la tourbe et ici, ils sont toujours, extrêmement corrélés. Heu Donc voilà et en fait, lorsque ces précipitations vont diminuer, à partir du 3 novembre, on a aussi, comme ce qu'on voyait à Dourier, des niveaux d'eau qui continuent, d'être plus importants, que la moyenne, dans les différents compartiments hydrologiques. Et enfin, à pa à partir de janvier, ouais, à partir de janvier, quand on a un retour des précipitations, ce qu'on voit, c'est qu'ici, bon, la nappe de la craie, elle est toujours, supérieure à la moyenne. Elle semble, assez chargée et en fait, ici, on a, des soutiens, bah, ça montre des soutiens des niveaux d'eau par la nappe de la craie, en fait.
Et après mars, donc on a beau avoir des précipitations, alors les précipitations baissent, mais pour finir, on n'a pas forcément, d'influence, sur ces différents niveaux d'eau, notamment de surface, qui restent, très hauts. Donc c'est sûrement une réaction diffuse, un stockage de l'eau et probablement du coup une alimentation qui se fait par la nappe de la craie qui, elle, est haute, que malgré, le peu de précipitations, on a quand même des niveaux d'eau qui restent, très largement supérieurs à la moyenne, hein, dans les zones humides, mais aussi, dans le fleuve. Donc sur la tourbière de Villiers, hein, c'était un peu différent. On voyait que l'alimentation, par la nappe de la craie était beaucoup plus importante. En fait, ça se ressent aussi sur la dynamique hydrologique et la relation par rapport, aux compartiments et notamment par rapport au fleuve. Donc, ici, on a une forte corrélation dans les dynamiques, il semble qu'il y ait une forte corrélation dans les dynamiques de la nappe de la craie, hein, ce qu'on va voir dans les modèles justement, heu, entre la craie et la canche. Et enfin, quand la nappe de la craie, qui est en noir, heu, est inférieure à la moyenne, hein, c'est-à-dire, par exemple en 2023 avant l'épisode, de précipitation, il semble qu'il y ait une alimentation, par la canche. Et en fait, ici, c'est quand même, très très resserré, hein. On a à la fois, dès l'épisode de précipitation, il semble que tous les compartiments hydrologiques réagissent, assez vite. Heu, donc ça, quand on a cette réaction, c'est quand même que la nappe de la craie, devient, supérieure à la moyenne avec des valeurs, assez fortes. Donc ce qu'on voit, dans les modèles d'équations structurelles, hein, c'est, ici, l'effet des précipitations. Et ben, contrairement aux 2 autres sites, il est direct. Alors en fait, ce qui se passe à Villiers, c'est que la nappe de la craie joue un rôle, bah, forcément, elle est alimentée par les précipitations, mais elle semble ici, vraiment tamponner la nappe de surface. Et en fait, les précipitations, vu que la nappe de la craie, alimente constamment, la tourbière de Villiers, et ben, les précipitations, elles viennent directement alimenter le niveau d'eau de surface, vu que c'est une tourbière qui est déjà, constamment engorgée. Donc ça montre un peu la capacité de tampon, moindre, de la tourbière à, mmh, à à réagir au niveau, enfin, elle réagit fortement aux précipitations. À l'inverse, là, quand on prend le niveau de la Canche, bah, les précipitations, elles sont pas forcément, elles sont elles sont même elles ont même un effet négatif sur le niveau de la Canche, dans l'immédiat, à un temps T, ce qui peut signifier qu'il y a un retard et ce retard-là peut passer par l'augmentation de la nappe de surface, de la nappe profonde et de la nappe de la craie, qui, eux, ont tous un effet, positif, mais aussi un effet positif de la Canche. Donc là, ça montre quand même cet effet, diffus, entre les précipitations et la Canche. Donc à Villiers, si je focalise sur ce phénomène-là, de précipitation, donc on a des épisodes de précipitation qui sont assez forts avec une augmentation, des niveaux, des codes piézométriques semblent se faire, immédiatement, alors que la nappe de la craie met un petit peu plus de temps à réagir comme le limimètre du fleuve. À partir de novembre, du coup, il semble y avoir moins de réactions précipitations, et c'est là où la nappe de la craie, repasse au-dessus de la moyenne. Et enfin, sur les épisodes, de janvier, voire de mars, on a, une zone humide qui semble absorber seule, les précipitations. C'est ici qu'on a, des augmentations fortes, dans les piézomètres, alors surtout de surface, alors qu'ici on a très peu de fluctuations, très peu d'à-coups dans l'augmentation du limimètre du fleuve et du piézomètre de la craie. Voilà, phénomène qui est un petit peu plus diffus, un peu plus tard en mars, mais qui est toujours visible.
Donc sur ces modèles nous permettent de dire qu'il y a bien des dynamiques différentes, hein, en fonction des sites et leur alimentation et qu'en fait, l'élément central du système, c'est la nappe de la craie. C'est le compartiment hydrologique, quand on le met, au milieu du modèle, hein, c'est là où les flèches, sont systématiquement significatives et ça permet aussi de de shunter, l'effet direct des précipitations, surtout sur le fleuve. Au contraire, les fleuves, réagissent principalement à la nappe de la craie, qui elle est alimentée par les précipitations, mais de manière un petit peu plus diffuse. Donc si on fait le résumé, hein, de tout ce qu'on vient de voir, sur le site, hein, c'est qu'à Doury, on a des niveaux d'eau qui sont fortement corrélés à l'OTI. On a un effet indirect des précipitations, et puis on a un effet tampon relatif, en fait, qui va dépendre, de ce, niveau d'eau de la craie. Donc ces observations-là, heu, laissent à conclure que c'est un système fluviogène topogène, hein, c'est-à-dire alimenté, connecté au fleuve et alimenté aussi par la nappe de la craie, même si ça semble assez diffus. À Roussan, on a un effet direct des précipitations et on a une capacité, tampon importante, du site à tamponner, le niveau d'eau de l'OTI. Ce qui fait que Roussan est un système, vu qu'il réagit, aux précipitations, c'est aussi un système ombrogène, c'est-à-dire que, il va être alimenté en partie par les précipitations, bien que ce soit, toujours le la nappe de la craie, hein, qui joue ce rôle, très important. Et enfin, à Villiers, c'est un système qui est alimenté que par la nappe de la craie. On voit que lorsqu'il y a une alimentation, par les précipitations, le site est déjà saturé et que, ça fait augmenter tout de suite, le niveau d'eau. Donc en fait, c'est un rôle tampon qui là, n'existe probablement pas, hein. On a tout de suite une réaction au niveau d'eau, donc on n'a pas de tampon par cette nappe de la craie et ni du site sur le fleuve. Après, ça peut aussi être, dû que le site de Villiers, contrairement au site de Doury et Roussan qui se trouve à proximité immédiate de l'OTI, il est éloigné, de la Canche et en fait, c'est un marais arrière littoral et pas un marais, de fleuve qui peut se comporter, en connexion directe avec la Canche dû à son éloignement. Voilà, alors ces tourbières, j'en ai pas encore parlé, mais si vous êtes un peu dans le domaine, vous savez que c'est des hotspots de biodiversité. Alors, les tourbières alcalines, qu'on a chez nous, hein, c'est des espèces, qui vont aimer, le caractère alcalin. Donc, j'ai mis le Liparis, le Scorpidium, hein, qui est indicatrice justement d'une alimentation par de l'eau, alcaline. Et puis la locustelle, un petit oiseau, qu'on peut trouver, sur les tourbières. Donc ces tourbières, elles fournissent, des services écosystémiques, hein. C'est ce qu'on voit ici avec, leur place, hein, dans l'écosystème, et en tant que compartiment hydrologique, elles sont capables de réguler, des flux. Alors de carbone forcément avec l'accumulation de végétaux et de matières organiques, donc de carbone, dans le sol, mais aussi des flux d'eau et de sédiments. Et en fait, il y a beaucoup d'activités, dans la vallée qui dépendent de ces flux. Alors, à Dourier, dans la proximité immédiate du site, on a une pisciculture, c'est un élevage de truites qui dépend directement de la présence d'eau dans la tourbière. Et en fait, quand on prend, tous les compartiments hydrologiques et notamment, la nappe de la craie, hein, pour lequel, il y a des pompages, heu, elle est quand même soumise à des pressions assez importantes, hein, puisque dans cette région touristique et à la fois agricole, hein, on a des prélèvements accrus, qui peuvent se faire en été, notamment pour l'irrigation, mais aussi, pour accueillir, les nombreux touristes qui peuvent venir. Donc cette nappe de la craie, en plus du prélèvement, qui est susceptible de réduire son rôle, dans l'écosystème, dans l'hydrosystème, elle a aussi des problèmes de qualité, hein. En fait, c'est ce qu'on voit si je prends les dosages qui sont, fournis par le BRGM. J'ai choisi de prendre les nitrates et les sulfates parce que c'est un peu ce qui est le plus représentatif et ce qui peut interagir aussi avec la végétation, avec
provoquant un enrichissement trophique qui peut passer de végétation oligotrophe à des végétations complètement différentes, de tourbières très riches et qui va favoriser le roseau ou la croissance ligneuse. Donc ce qu'on voit, c'est qu'on a quand même des augmentations significatives pour les nitrates, hein, pour les sulfates, ça dépend des nappes, mais pour les nitrates, c'est clair qu'on a des fortes concentrations de nitrates et à l'avenir, on peut se demander est-ce que va y avoir des conséquences sur les tourbières? Est-ce qu'on va pouvoir conserver, les espèces et les habitats, oligotrophes ou si au contraire on va passer sur des habitats, nitrophiles? Et enfin, on a aussi une augmentation des pesticides dans les nappes. Alors c'est un peu plus difficile à détecter, on n'a peut-être pas encore assez de recul, mais voilà, on peut se poser la question, est-ce que ça risque pas d'engendrer des mortalités, accrues, d'espèces? Enfin, ces nitrates-là et alors la quantité et la qualité d'eau peuvent, interférer sur la dégradation de la tourbe. Alors soit par une baisse, de l'eau, ce qui est typique d'une sécheresse, soit par, la présence de nitrates et de sulfates, hein. Ces 2 molécules NO3 et SO4, voire les phosphates, il y a toujours un O dedans et en fait cet oxygène, des bactéries réductrices sont capables de l'utiliser pour, et notamment leurs électrons pour augmenter leur métabolisme, consommer la tourbe, malgré que ce soit en anaérobie. Donc dans ces cas-là, on peut avoir une minéralisation de la tourbe, ce qui va, un peu à l'image du compost, renforcer la concentration en nutriments. On va avoir ce stock de carbone qui va, se dégrader et restituer les nutriments immédiatement sur le milieu, ce qui peut, continuer à l'enrichissement trophique et la dégradation de la tourbe comme une boucle de rétroaction. Cette dégradation, elle peut aussi, relarguer des c'est aussi synonyme de relargage de gaz à effet de serre, hein, parce que la dégradation, c'est du carbone et ce qui est émis, ça va être, du méthane ou du dioxyde de carbone directement dans l'atmosphère, ce qui peut par là, contribuer au réchauffement climatique et donc engendrer encore des perturbations, sur le climat, local et en fait, c'est ce qu'on appelle une boucle de rétroaction. Donc tout ça, voilà, c'est des pressions assez importantes, hein, sur les tourbières. Faut savoir que certaines tourbières et notamment, celles, sur le littoral, elles vont être vulnérables aussi à d'autres pressions et tout simplement, ça va être l'élévation du niveau de la mer. Donc ça, c'est un peu le futur qui nous dira, comment on pourra gérer des sites. Est-ce qu'on pourra encore gérer des sites, face à des conditions qui vont être, très changeantes? Et donc pour les inondations, alors ça peut être pour l'élévation du niveau de la mer, mais pour les inondations, dans l'immédiat, en fait, on a ces constructions, qui ont été, qui ont été proposées et construites, sur les zones humides, hein, entre les zones habitées et les zones humides. Alors on peut se demander est-ce que c'est la bonne solution, hein, puisque ce qu'on a vu, c'est qu'il y avait des capacités de tampon de certaines zones humides et de la nappe de la craie. Et est-ce que faudrait, déconnecter, tout ça des écosystèmes, pour permettre, la régulation des flux dans ces vallées? Donc c'est en plus de perdre leur capacité, de stockage d'eau, on a un phénomène qui peut se mettre en place aussi, dans le cas où on va, assécher, essayer de réguler les flux vers d'autres zones et si ces zones, sont riches en matière organique, on peut avoir un dessèchement, de ces horizons, et puis on va avoir, cette équation, hein, la même dont je parlais tout à l'heure, qui peut se mettre en place avec, un relargage de CO2, voire de protoxyde d'azote. Donc ce carbone solide va se retrouver gazeux, ce qui veut dire qu'en fait, il y aura moins de solide dans le fond de la vallée et donc un affaissement topographique. Voilà, c'est ce qu'on appelle la subsidence. Alors elle est parfois spectaculaire, hein, là, les photos sont prises en Suède ou en Malaisie, hein, sur des tourbières drainées et en fait, on voit qu'il peut y avoir, des pertes d'altitude de 2 mètres, hein, sur 30 ans, hein, ce qui peut être, très, très rapide. Voilà, donc dans le life, on essaye aussi de mesurer ça. Alors ça prend forcément un peu de temps
pour voir des effets, hein, mais voilà, dans la vallée de la Somme, dans les vallées de l'Authie ou de la Canche, ça n'a pas encore été documenté. Donc est-ce que tout est perdu? Eh ben, pas forcément, hein, parce qu'on peut passer par des épisodes de restauration, alors hydrologique, pour éviter cette subsidence, pour améliorer l'état de conservation du sol et des habitats. Et dans le life, bah, c'est ce qu'on propose aussi, et ce qu'on fait avec, par exemple, ces photos qui ont été prises à Morcourt dans la vallée de la Somme, heu, où on pose des drains pour maintenir l'eau dans les tourbières et on étrèpe la couche superficielle du sol qui, elle, est minéralisée et qui est trop riche en nutriments pour permettre le développement des habitats oligotrophes, hein, qu'on voyait tout à l'heure sur les photos. Enfin, bah, sur les nitrates, hein, j'ai présenté une augmentation des nitrates. D'où ils viennent? Bah, surtout de l'agriculture. Alors, ça peut se faire, l'effet des nitrates peut se faire immédiatement, notamment lorsque les tourbières sont adjacentes, aux champs, intensifs qui sont fortement fertilisés. Alors dans certains cas, on peut essayer de capter les eaux de ruissellement, à travers un fossé, hein. C'est ce qui va être fait, au marais du Pendée. Et le but, ce sera d'avoir de l'eau qui va, stagner un petit peu et dans lequel on pourra mettre des zélophytes qui vont, manger les nitrates, manger, les nutriments et à la sortie de ce fossé, on pourrait avoir une eau réduite en nutriments qui pourra alimenter la tourbière. Enfin, ce qu'on peut faire, c'est, si on trouve des zones de source, hein, qui sont, directement, concernés par ces augmentations de nitrates, hein. On peut poser, des filtres de nutriments et c'est ce qu'on a fait dans la réserve, naturelle nationale de Beauve, dans la Somme, avec, des radeaux flottants qui sont posés au-dessus des sources et qui, pareil, ont pour but de réduire les nitrates en le mangeant et puis, à nous après d'aller faucher, ces roseaux pour, enlever les nitrates qu'ils auront stockés, et avoir une meilleure qualité d'eau, disponible pour le reste de la tourbière. Voilà, donc tout ça, c'est intéressant. Après, ces épisodes d'inondation, ont une perception, assez compliquée, hein, dans le milieu rural, hein, avec, ce qu'on peut voir des conséquences directes sur les paysages. Ici, on a des fossés pour faciliter, l'écoulement des eaux. Par contre, voilà, si on essaye de mettre en place sur site des actions pour, améliorer les conditions de la tourbière, jusqu'où ça pourrait être utile si, d'un autre côté, on a, un ruissellement qui risque d'être favorisé, notamment s'il est chargé en nutriments. Voilà, donc c'est un peu des pistes de réflexion, qu'on développe, dans le Life Anthropofence, hein, qu'on essaie de prendre en compte, à la fois sur la compréhension du fonctionnement des sites et essayer de mettre des mesures de restauration derrière, qui, on espère, s'avèrent efficaces. Pour l'instant, on n'a pas encore, tous les résultats, et on pourra faire une restitution, plus tard. Voilà, j'en ai fini avec la présentation. Je vous laisse, poser, vos questions, soit dans le chat ou à l'oral, et puis, je vous remercie de votre attention et n'hésitez pas à suivre, le déroulé du projet et à soutenir le conservatoire, dans ses actions, de restauration de tourbières. Voilà, je vous remercie.